Dans l'affaire qui suit, vous allez découvrir l'histoire d'une fusillade d'une rare violence qui a choqué toute une région et brisé la vie de 2 familles. C'est plus pareil depuis qu'elle est partie. Il a tout cassé de toute façon, tout. On peut pas, non, on peut pas pardonner ça. C'est un acte gratuit, moi je dis, c'est tout. Nous sommes dans la nuit du 30 juin 2012 à Lille, dans le quartier Masséna, Solferino, qui est un peu le Pigalle local. Près de 10 000 personnes sont dans les rues pour faire la fête. Le quartier Masséna Solferino, c'est le quartier festif de Lille. Bon, il y a plusieurs endroits festifs à Lille, mais celui-là en particulier, c'est là où il y a tous les étudiants, en tout cas beaucoup d'étudiants qui sortent. Il y a énormément de bars, de discothèques. On trouve son endroit ici dans le quartier. Il y a tout style de musique, tout style de bar, donc les gens peuvent trouver ce qu'ils veulent. Il y a des bars carrément cocktails, à côté c'est latino, donc tout le monde peut trouver son endroit ici. C'est dans ce quartier que se trouve l'une des boîtes de nuit les plus branchées de la ville, le Teatro. Une discothèque R&B fréquentée par les 18-35 ans et ouverte depuis 6 mois. Et le Teatro venait justement d'être repris suite à cette fermeture, et ça faisait à peine quelques mois qu'il était ouvert, et donc cette boîte de nuit n'avait jamais fait parler d'elle. C'est une grande boîte parce que capacité c'est à peu près 1000 personnes, donc c'est une grosse boîte quand même, hein. C'est pas le petit bar du coin. Hein. À 3 h du matin, le dance floor du club est bondé. 300 personnes dansent et s'amusent. Mais soudain, des déflagrations sourdes se font entendre. Un homme est en train de tirer en direction de la façade du club. Il y a eu un phénomène de contagion de la panique, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord les personnes qui étaient proches de l'entrée qui ont compris que c'était des tirs, qui ont couru, qui ont paniqué, qui ont crié. Donc de là, en fait, ça s'est propagé dans le reste de la boîte de nuit. Comme chaque samedi soir, Sofiane, 24 ans, est sortie s'amuser au Teatro, sa discothèque préférée. Alors qu'il discute avec des amis devant le club, il se retrouve au cœur d'une véritable scène de guerre. Un homme armé d'une Kalachnikov tire sur la façade de la discothèque. Sofiane n'oubliera jamais cette scène surréaliste. En fait, j'étais dedans, dedans de la rue. Et en fait, à un moment donné, j'entends des pétards. Comme en fait, un bruit de pétard fort. Et je vois des étincelles en fait dans le mur en fait. Bah du coup je me suis retourné et je vois le mec en face de moi. Il tire avec Kalachnikov. On crie en même temps, il dit je vais tirer sur tout le monde. Bon franchement j'ai resté sans voix. Je savais plus quoi faire. Moi j'étais perdu sur place. Bah le cerveau était tétanisé, on n'arrivait même pas à réfléchir. Les gens étaient sous les voitures, ils criaient, les gens couraient et les femmes étaient en pleurs. C'était... Voilà quoi. On n'avait attendu même pas à ça. On dirait une scène de guerre. Une scène de guerre pendant près de 30 secondes qui paraissent une éternité. Le tireur tire sans relâche. L'arme est tellement puissante que les balles traversent la porte. Tout le monde court, essaye de se réfugier, il y a des gens qui se jettent à terre en pensant qu'il y a encore des balles qui sont tirées. Il y a une salle en haut de la discothèque qui est fermée ce soir-là, qui est ouverte, et donc là tout le monde, beaucoup de personnes en tout cas se précipitent, se réfugier à l'étage. Donc c'est une panique générale. Après avoir vidé ses chargeurs, le tireur prend la fuite en voiture. Sofiane, lui, se précipite à l'intérieur du théâtre pour constater les dégâts. Bah, moi, naïvement, j'ai ouvert la porte, je dis ouais les gars c'est fini, il est parti. Je m'attendais pas qu'il y ait des blessés. Bon, une fois j'ouvre la porte, je vois les gens par terre. Sofiane découvre alors un véritable carnage. Du sang partout, sur les sols, sur les murs.
Des corps allongés par terre, des gens qui crient et courent dans tous les sens. Sous le choc, ils arrivent malgré tout à appeler les secours. Mais combien y a-t-il de victimes? Qui est cet homme si puissamment armé? S'agit-il d'un règlement de compte ou d'un acte isolé? À 3 h du matin, le dimanche 1er juillet 2012, la discothèque lilloise vient d'essuyer une violente fusillade à l'arme de guerre. Un homme a fusillé la façade et pris la fuite. À leur arrivée, c'est une scène digne d'un thriller sanglant que découvrent pompiers, policiers et journalistes. Je reçois un coup de fil me disant qu'il y a un blessé ou plusieurs blessés graves dans la discothèque Le Teatro, des blessés à cause de coups de feu. Donc j'ai pas plus de notions à ce moment-là. Je sens évidemment tout de suite que c'est quand même quelque chose d'important qui vient de se produire. Donc je prends ma voiture et je vais directement sur place. Donc j'arrive, la rue est bouclée, donc je me stationne où je peux. Il y a énormément de policiers, les pompiers, les secours sont là. Donc je m'avance à pied vers la discothèque et donc là je vois énormément de monde, beaucoup de jeunes qui s'avèrent en fait être des clients de la discothèque qui ont été évacués sur les trottoirs, sur la chaussée, beaucoup de confusion, des personnes qui pleurent, enfin une tension très très forte sur place et donc là au fur et à mesure je découvre un peu ce qui vient de se produire. Immédiatement, les policiers débutent leur enquête autour de la scène de crime. Il faut figer les lieux pour essayer de préserver les traces et indices au maximum. Il y a ensuite un travail de recueillement des informations, des témoignages, et il y a aussi évidemment un travail de diffusion de l'information pour essayer d'interpeller les fuyards. Au total, 6 blessés sont recensés par les enquêteurs et les pompiers. Mais ils vont aussi découvrir 2 cadavres de personnes tuées par les balles qui ont traversé la porte du club. La première victime est Hamza, 25 ans, un concierge de Tourcoing transpercé au niveau de la poitrine. Il venait juste de rentrer se réfugier au début des tirs. C'était un ami de Sofiane, il est mort sous ses yeux. J'ai vu mon ami Hamza qui est mort là. Il était allongé sur son ventre, plein de sang. Des gens ils ont essayé de le réanimer. Mais... Sabrina Vasseur, une employée de la boîte de 25 ans, a elle aussi succombé au tir, touchée au cou alors qu'elle se baissait pour se protéger. Ce sont les policiers qui sont venus prévenir ses parents. J'ai ouvert ma persienne, ils m'ont dit « Vous êtes Madame Vasseur ?» J'ai dit « Oui ». Je suis descendue et quand j'ai commencé à ouvrir ma persienne, j'ai commencé à trembler énormément. J'ai dit « C'est Sabrina ». Et là, il a ouvert la porte, il a dit « Vous êtes la maman de Sabrina ?» J'ai dit « Oui ». Il dit « On peut rentrer ?» Il est rentré, mais il a resté bien 5 minutes à rien dire. Je lui ai posé des questions, j'ai dit « Je dois mettre un manteau, je dois venir avec vous ?» Et il répondait pas, et il était... Et au bout de 5 minutes, il s'est levé, il a levé sa tête, il a dit « C'est très grave, madame ». Je lui ai dit « Mais c'est quoi grave ?» Il dit « Votre fille est décédée à 3 h du matin. » Pas là, on a crié, on a hurlé. Et on a dit « De quoi ?» Il dit « Une fusillade. » Et après, je sais plus. Sur place, les policiers poursuivent leur travail de fourmi. Chaque indice compte. Au fil des témoignages, ils commencent à retracer le déroulé de la soirée. Le récit de Sofiane est capital. Il a tout vu et raconte que le drame aurait commencé par une altercation entre le physionomiste du club et un homme âgé d'une 30aine d'années qui se serait vu refuser l'entrée de la boîte. Si vous voulez, en fait, ils ont forcé le passage, ils ont voulu rentrer de force. Normalement, un client normal, il vient, il se présente, bonjour, bonsoir, est-ce que je peux rentrer normalement? Mais eux, ils ont forcé le passage, ils ont voulu rentrer de force. Ils le refoulent, une altercation, une petite bagarre éclate entre lui et l'individu. L'individu en colère, qui était accompagné d'un ami, aurait alors décidé de retourner à sa voiture
en promettant de revenir. L'individu le menace, lui dit qu'il va revenir le tuer. Et donc là, les deux personnes quittent l'entrée de la discothèque. Sur le coup, on a rigolé parce que tout le monde était là. On a rigolé sur le coup. Bah, ils ont dit qu'on revient, tout le monde est mort. On a rigolé parce que qu'on fréquente les mots de la nuit, en fait, on entend ça souvent. Des menaces, on va revenir, on fait ça. Ils sont garés là, au feu éteint. Et les roues braquées par là, vers la route. Là. Ils sont garés au niveau là. La portière de passager était ouverte. Et après le mec est sorti sa Kalachnikov et tire. Le tireur remonte ensuite dans la voiture, côté passager, l'arme à la main. Le conducteur, qui avait laissé le moteur allumé, démarre en trombe et les deux hommes s'enfuient. Alors comment un tel drame a-t-il pu se produire? Qui est cet homme capable de supprimer froidement des gens à l'arme de guerre? Pourquoi a-t-il fait ça? Et surtout, où est-il passé? Une fois le récit de la soirée reconstitué, les enquêteurs de la police judiciaire de Lille cherchent à comprendre qui est ce tireur fou. Là encore, les témoignages des clients sur place vont être capitaux. Il a été vu, hein. Encore une fois, c'est une artère c'est une rue de Lille qui est très fréquentée, donc voilà, il y a eu pas mal de témoins. C'est le videur du club, grièvement blessé à la jambe lors de la fusillade, qui va livrer le signalement du tireur. Cet homme, il le connaît. Il lui avait refusé l'entrée quelques heures auparavant. C'est une personne qui est défavorablement connue de sa part, mais également plus généralement dans le milieu de la nuit lillois. Cet individu dangereux, c'est lui, Faisal Mokhtari. Faisal Mokhtari, la police le connaît bien. Il a toujours vécu à Tourcoing, une ville de 100 000 habitants dans la banlieue nord de Lille. Il a grandi dans le quartier populaire du Brun-Pin et habite désormais cet immeuble coquet du centre-ville avec sa compagne et ses enfants. Milieu modeste, bon, il est père de famille. Ses voisins s'interrogeaient un petit peu parce que, à leur connaissance, ce monsieur travaillait pas. Par contre, ils le voyaient régulièrement rouler dans de grosses voitures, des belles voitures. Donc ça interpellait un petit peu. Et si Faisal roule en voiture de luxe, c'est qu'il fait partie des caïds de la ville. Pour en arriver à ce genre de violence extrême, c'est pas un novice. Voilà, c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire. Et c'est pas tout un chacun qui se promène avec une Kalachnikov dans son coffre. Condamné à de multiples reprises, il affiche un casier judiciaire impressionnant. Il a le parcours type du délinquant, du jeune délinquant. Il commence à se faire remarquer, entre guillemets, vers l'âge de 18 ans, pour des simples faits de vol et d'agression simple. Au début des années 2000, il commence à s'adonner au trafic de produits stupéfiants. C'est plus lucratif, visiblement. Quelques années plus tard, on le retrouve, là, il franchit un cap, on le retrouve dans des affaires de vol avec violence, de braquage. Pourtant, ces dernières années, il semblait avoir un peu changé. Sur les dernières années, vraisemblablement, il se faisait un petit peu oublier. On le retrouve plus pour des affaires de blanchiment d'argent. Dans les heures qui suivent, les policiers découvrent l'identité de son complice présumé, le conducteur de leur voiture. Il s'appelle Djeloul Cherifi. Il a 24 ans et n'avait quasiment jamais fait parler de lui. Un jeune homme tout ce qu'il y a de plus normal, vraisemblablement, qui a un parcours délinquant quasi inexistant. Il est juste connu pour des faits de dégradation. L'identité des suspects est donc connue.
La traque peut alors commencer. Plusieurs dizaines d'hommes de la police judiciaire de Lille se rendent à Tourcoing, espérant cueillir les fuyards à leur domicile ou chez leur famille. À partir du moment où il est connu, on a l'identité de ses parents, de ses frères et sœurs, les domiciles également. Donc voilà, ça nous permet de converger vers ces endroits. Il y a des véhicules qui sont postés en surveillance, on frappe au domicile, si on peut y entrer, on y entre. Sinon, ensuite, la famille, les amis sont convoqués pour savoir si l'individu a tenté de prendre contact avec eux, et ce qu'il s'est dit éventuellement. Les deux suspects sont introuvables, aucune trace de leur passage à leur domicile. Les enquêteurs redoublent alors d'efforts et passent plusieurs quartiers de la ville et des alentours au crible. On les a vus aussi à différents endroits. À partir du moment où le signalement a été diffusé, des services de police ont reçu des coups de fil. On les a vus à Tourcoing, on les a vus à Roubaix, donc on les voit un peu partout. Donc ça amène des tas de vérifications qui donnent rien. Les heures passent et toujours aucune trace du suspect numéro 1 et de son complice. Où se cache Faisal Mokhtari? Où est passée la Kalachnikov? La police va-t-elle retrouver les auteurs de cette monstrueuse fusillade? Deux jours après la fusillade, Faisal Mokhtari, le tireur présumé du Teatro, et Djeloul Cherifi, son complice, courent toujours. Les recherches des enquêteurs de la PJ de Lille dans toute la région n'ont rien donné et l'arme reste introuvable. Les policiers pensent que les deux hommes ont fui à l'étranger. Immédiatement après le drame, un avis de recherche est lancé dans toute l'Europe, mais un avis qui ne donne rien. Cependant, les policiers découvrent alors une piste de taille. Faisal Mokhtari aurait un logement en Belgique, à quelques kilomètres seulement de la frontière. Il vérifie aussi une autre adresse que Faisal Mokhtari a du côté de Tournai en Belgique. Donc une adresse, un appartement qu'il a, qui est au nom de sa compagne visiblement, mais en fait qui lui appartient à lui. Il ne s'y trouve pas aussi, donc ils font de manière tout à fait logique ces différentes adresses où ils ne trouvent personne. Toujours rien, mais il reste une seule et dernière piste aux enquêteurs. Les deux suspects pourraient avoir de la famille en Afrique du Nord. Il faut faire vite, car une fois au Maghreb, il sera compliqué, voire impossible, de leur mettre la main dessus. Et pour rejoindre l'Afrique du Nord, les fuyards devront passer par l'Espagne. La police française contacte alors en urgence les forces de l'ordre locales. Par ce pays, les policiers pensent que les deux suspects peuvent rejoindre le Maghreb, ce qui constitue pour les enquêteurs une source d'inquiétude, puisque si les suspects rejoignent le Maghreb, pour eux, il sera beaucoup plus compliqué de mener des recherches hors du territoire européen que sur le territoire européen. Donc, la police espagnole est particulièrement sensibilisée à cette recherche des deux fugitifs. Dans la soirée du 5 juillet 2012, 5 jours après la fusillade, les policiers français reçoivent de leurs collègues espagnols une information capitale. Section province, bonjour. La police espagnole a des écoutes téléphoniques, puisqu'ils sont sur une affaire de trafic de stupéfiants ou autre. Ils apprennent que deux Français cherchent à se procurer des faux papiers pour passer la frontière et se réfugier en Afrique. Deux Français qui cherchent des papiers. La coïncidence est très troublante. Immédiatement, deux hommes de la PJ de Lille se rendent en Catalogne, à Figueras. Là, les policiers espagnols font immédiatement le lien entre les deux Français qui cherchent des papiers pour aller au Maghreb, des faux papiers, et donc les deux fugitifs qui sont recherchés par la police judiciaire de Lille. Deux enquêteurs sont dépêchés en urgence en Espagne, et puis ça débouche sur l'interpellation des deux en Espagne. Le lendemain matin, le vendredi 6 juillet 2012, les deux Français sont repérés dans une rue de Figueras. Faisal Mokhtari et Djeloul Cherifi sont arrêtés. Leur cavale est terminée.
On était relativement confiants sur l'issue. On savait qu'on allait l'interpeller parce que être en cavale pendant des jours, des mois, ça ne s'improvise pas, ça demande toute une logistique, toute une préparation, ce qu'il n'avait pas. Triste coïncidence, leur arrestation se déroule le jour même de l'enterrement de Sabrina, l'une des 2 victimes de la fusillade. Un moment particulièrement éprouvant pour ses parents, qui y voient un signe du ciel. On a appris l'arrestation de ces 2 tueurs le jour de l'enterrement de Sabrina. Ils sont arrêtés à 11h, et à 11h, c'est effectivement l'heure à laquelle on descendait le corps dans le caveau familial. Et à cet instant, parce que c'était un vendredi qui était assez sombre, là, il y a un rayon de soleil qui est descendu dans le caveau, et des personnes de l'assistance ont reçu des appels en disant qu'ils étaient arrêtés en Espagne. Je suis soulagée, oui. Mais bon, lui, il est vivant, ma fille, elle n'est plus là. C'est ça surtout. Voilà. Les 2 suspects sont arrêtés, la ville de Lille est soulagée, mais tous veulent désormais comprendre. Comprendre pourquoi 2 personnes innocentes sont mortes, pourquoi un homme a fait preuve d'une telle violence, les 2 suspects vont-ils parler, et où se trouve l'arme du crime. Dans les jours qui suivent, les 2 suspects sont alors extradés vers la France. Les policiers espèrent qu'ils vont livrer leur version du drame et les motivations de leurs actes. Ils doivent comprendre aussi le geste fou de Faisal Mokhtari, simplement lié à son altercation avec le videur à l'entrée du club. Une altercation entre les 2 hommes qui reste encore assez floue. Parmi les points qui seront à éclaircir figure également le déroulement exact de l'altercation à l'entrée de la boîte de nuit. Il semblerait qu'un témoin ait évoqué une bagarre violente avec des coups de matraque télescopique qu'aurait reçu le principal suspect. D'autres témoignages, notamment de videurs, laissent au contraire plutôt penser à une bousculade, mais sans tabassage ou sans coup. Les enquêteurs envisagent que Mokhtari ait pu avoir un contentieux à régler avec le videur du Teatro. Cela expliquerait la violence de son acte. Le soir du drame, il serait alors venu se venger. Le geste aurait été prémédité, ce qui aggraverait son cas aux yeux de la justice. Le travail, là, ça va être de déterminer s'il y avait une préméditation ou pas, à qui s'est procuré l'arme, pourquoi il l'avait dans le coffre de sa voiture, est-ce qu'il n'y avait pas un différend déjà de longue date avec le portier ou le propriétaire de l'établissement. Enfin voilà, toutes ces questions-là sont assez importantes dans le déroulement des faits. L'autre énigme que doivent résoudre les enquêteurs concerne l'arme du crime, la Kalachnikov. Pourquoi Faisal Mokhtari se promenait-il avec une arme de guerre dans son coffre de voiture? Et où l'a-t-il achetée? Souvent, c'est des armes qui proviennent des pays de l'Est. La Serbie, la Croatie, tous les endroits où il y a eu des conflits armés. Donc voilà, c'est des armes qui voyagent, qui traversent l'Europe, qui arrivent en France, qui sont vendues à un prix relativement attractif, si on peut parler comme ça. Voilà, ça permet à presque n'importe qui de s'en procurer, c'est ça le problème. Un autre élément intrigue beaucoup les enquêteurs. Dans les heures qui ont suivi la fusillade, Faisal Mokhtari et son complice présumé auraient été vus dans une autre discothèque du Vieux-Lille. Les policiers cherchent à comprendre pourquoi, après avoir tiré, ils ont fait ce détour avant de prendre la fuite. Ignorait-il l'ampleur du massacre qu'ils venaient de commettre? L'explication, c'est qu'en fait, ils ne se seraient pas rendus compte qu'ils ont tué. Mais que la nouvelle s'est vite propagée. Et que ça s'est même su dans l'établissement de nuit où ils sont allés après.
puisqu'ils sont sortis en boîte. Et la nouvelle a commencé à se propager dans les boîtes de nuit. Le téléphone a marché, quoi. Et quand ils ont compris qu'effectivement il y avait des morts, là ils ont pris la fuite. Mais aucune de ces questions n'a pour l'instant trouvé de réponse lors des interrogatoires. Le tireur, Faisal Mokhtari, reste muet. Il ne donne aucune explication à son geste. Le conducteur du véhicule, Djeloul Cherifi, ne donne pas plus d'informations. L'enquête en cours permettra-t-elle de répondre à toutes ces zones d'ombre? L'île se remettra-t-elle un jour de ce drame? Mais comment oublier un tel carnage? Depuis ce 1er juillet sanglant, l'île a recommencé à faire la fête. Le théâtre a rouvert ses portes début septembre, mais la jeunesse du Nord a perdu un peu de son insouciance. Plus d'appréhension, ouais, effectivement, à sortir assez tard et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc après, c'est vrai que ça m'avait particulièrement touché, comme je disais, par rapport à des amis qui étaient présents. Et on y réfléchit à 2 fois maintenant pour sortir. Ça a changé un petit peu notre mode de fonctionnement en soirée. L'affaire a beaucoup marqué les esprits, il y a eu énormément d'émotions autour de cette affaire. Et donc il y a des gens effectivement qui ont pu se dire qu'il devenait dangereux de sortir le soir à Lille. Même les videurs ont été traumatisés et ils sont désormais beaucoup plus prudents face aux clients récalcitrants. Depuis qu'il y a eu cette affaire, c'est vrai que pendant 1 mois et demi, 2 mois, les menaces étaient je vais revenir avec une Kalachnikov. Avant, tout le monde a des menaces, donc on prenait pas ça à la rigolade, mais ça nous passait au-dessus, quoi. On est plus vigilants. Pour les parents de Sabrina, innocente victime de cette violence aveugle, la plaie est toujours à vif. On ne pourra jamais plus la voir, on ne pourra jamais plus voir son si beau sourire, lui parler, la prendre dans ses bras, ça fait souffrir énormément. Pour l'heure, l'enquête est toujours en cours. Aucune date de procès n'a encore été fixée, mais tous espèrent que la justice sera un jour rendue. J'espère que la justice fera son devoir, qu'il n'y aura pas de faille dans les enquêtes et qu'il soit condamné au maximum. C'est plus pareil depuis qu'elle est partie. Il y a tout cassé de toute façon, tout. Ah non, on ne peut pas pardonner. Même ce jeune homme qui est décédé aussi, on connaît sa fiancée, elle aussi, elle souffre énormément et on peut pas pardonner ça. C'est un acte gratuit, moi je dis, c'est tout. Le drame du théâtre serait donc l'histoire de la frustration d'un caïd qui aurait tué à l'arme de guerre d'innocentes victimes de 25 ans pour ne pas avoir supporté qu'on lui refuse l'entrée d'une discothèque. Dans l'affaire qui va suivre, c'est toute une région qui va découvrir le calvaire quotidien d'une enfant de 5 ans. C'est horrible, horrible. Moi, je dis que d'avoir eu un crime comme ça à côté de chez soi, ça marque pour la vie. Hein. Une petite fille si belle. En ce jour du 18 juin 2009, Maubeuge, petite ville du nord de la France, ne vit pas une journée comme toutes les autres. Dans les rues de Maubeuge, à ce moment-là, il y a beaucoup de monde. Il y a une fête, c'est le Festival des Folies, donc c'est un festival culturel qui se déroule à ce moment-là dans la ville. Les 35 000 habitants de cette petite ville tranquille ont donc le sourire et les familles se promènent paisiblement. Pourtant, parmi eux, une jeune femme s'apprête à vivre l'horreur. Anne-Sophie Faucheur, 23 ans, se rend à la sécurité sociale, accompagnée de Tiffaine et Apolline, 2 de ses 3 enfants. À 16h10,
Tiphaine, 5 ans, aurait disparu soudainement. Anne-Sophie, sa mère, est prise de panique et il est aux environs de 17 heures lorsqu'elle pousse la porte du commissariat de la ville. Elle explique que voilà, elle était dans les rues de Maubeuge, elle avait été à la sécurité sociale, elle était avec la plus jeune de ses enfants qui avait 1 an et demi, je pense. Tiphaine était un petit peu devant dans la rue, et puis donc elle marchait dans le centre-ville de Maubeuge, et puis tout à coup, Tiphaine a disparu, donc elle a perdu Tiphaine de vue, et puis elle s'est mise à la rechercher, apparemment, de ce qu'elle dit. Mais où est donc Tiphaine ? Que s'est-il passé? Existe-t-il des témoins? À partir de combien de temps faut-il vraiment s'inquiéter? On se demande si la fillette n'a pas été enlevée par quelqu'un ou si elle n'a pas eu un accident, parce qu'il y a un canal qui traverse la ville. Toutes les hypothèses sont envisagées. En ce jour du 18 juin 2009, à 17h précise, l'enquête Tiphaine est lancée. Dans ce genre de disparition, les forces de l'ordre doivent réagir très vite. Les policiers de Lille et de Maubeuge, chargés de l'enquête, mobilisent près d'une centaine d'hommes. Tous n'ont qu'une idée en tête, retrouver la petite fille ou trouver des indices qui vont permettre de la localiser. Les premiers éléments qu'on a au départ, c'est une petite fille de 5 ans qui était vêtue d'un t-shirt rouge avec de marque Dora, avec des baskets rouges. Et tout de suite, de gros moyens sont déployés avec des pompiers, des haut-parleurs également dans les rues pour essayer de retrouver cet enfant. Le commissariat prend tout de suite la mesure de l'importance de cette affaire. Donc le commissariat procède d'une façon logique par des recherches pédestres, des recherches à bord de véhicules, appel à un chien pisteur, il récupère des vêtements de l'enfant. Dans les premières heures de l'enquête, les policiers vont privilégier la piste de l'accident. Une chute dans la Sambre, le canal qui traverse Maubeuge, est alors envisagée. La gamine a pu tomber dans la Sambre. D'ailleurs, on va privilégier au départ cette piste et on va même faire appel à nos collègues belges qui ont des moyens sophistiqués en recherche avec des sonars embarqués pour sonder la Sambre et plus après les étangs de la ville. Pendant plusieurs jours, les plongeurs travaillent d'arrache-pied, mais en vain. Cette piste accidentelle, que l'enfant soit tombé dans la Sambre, au bout de 8 jours, naturellement, le corps, a priori, serait remonté. Donc, au bout de 8 jours, on peut exclure cette piste. Alors que la piste de l'accident ne semble rien donner, c'est un scénario plus sombre qui se dessine. Et si un pédophile avait tout simplement kidnappé la petite Tiphaine? On n'est pas loin de la Belgique, il y a évidemment le spectre de l'affaire Dutroux qui résonne. Donc voilà, on imagine le pire. Je vais demander de recenser tous les délinquants sexuels sur la zone de Maubeuge. Bon, déjà, quand même assez surprenant, c'est qu'on en recense 105. Et en 3 opérations, on va en interpeller 80. Mais ces auditions ne donneront rien. Sur les 80 prédateurs sexuels interpellés, tous ont un alibi pour le 18 juin, jour de la disparition de Tiphaine. Après la piste de l'accident, c'est désormais celle du crime sexuel qui s'évanouit. Mais alors, qu'est-il arrivé à la petite Tiphaine? À ce stade de l'enquête, une question est sur toutes les lèvres. Reverra-t-on un jour la fillette vivante? Pour les enquêteurs de Lille, cette affaire est complexe. Il ne faut rien sous-estimer. Voilà pourquoi ils vont s'intéresser de très près à Anne-Sophie Faucheur, la maman de Tiphaine. Cette mère de famille vit à quelques kilomètres de Maubeuge, à Aulnoy-Emery. C'est ici qu'elle élève, avec son concubin Nicolas Villot, ses 3 enfants. Dans les premiers instants de l'enquête, il y avait bien eu une perquisition à leur domicile. Les policiers avaient passé la maison au peigne fin, mais aucun indice sérieux n'avait été retrouvé.
On refaire une perquisition dans le logement avec des moyens plus sophistiqués que nous donne la police scientifique, notamment le Blue Star, qui permet de détecter les traces de sang. Ils ont fouillé vraiment les chambres des enfants, ils ont récupéré des vêtements, ils ont démonté les siphons de la salle de bain. Vraiment, il y a eu de gros moyens déployés, mais apparemment, il n'y avait pas d'indices matériels accablants. Pas d'indices accablants. Et pourtant, le personnage d'Anne-Sophie est de plus en plus au cœur de toutes les discussions. Habitants, journalistes et policiers, tous commencent à douter. Surtout qu'Anne-Sophie a un comportement étrange. Elle se cache, reste muette et n'accorde que peu d'interviews à la presse qui se masse devant chez elle. On la voit pas, la mère. On se dit quand même, c'est une maman qui a perdu sa fille, elle devrait être paniquée, on devrait la voir. Il va y avoir 10, 20 caméras de France ou d'autres pays étrangers qui vont être en permanence, des micros, etc. devant la maison. Pendant une semaine non-stop, jour, nuit, il va y avoir des gens qui veulent absolument s'arracher leurs déclarations, leurs dépositions. Anne-Sophie va alors répondre aux questions que tout le monde se pose en organisant une conférence de presse. Le moral, il est à zéro, on se sent vide, impuissant, même aujourd'hui, puisqu'on ne peut trop rien faire à part déposer des affiches, chose qu'on a déjà faite sans se faire repérer, ce qui a été bien. Donc, on ne sait pas où ça en est, on ne sait pas où ça va mener, on ne sait rien. Aujourd'hui, on ne sait rien. Anne-Sophie va même aller jusqu'à jouer le jeu du reportage, en invitant dans sa propre maison des caméras, pour prouver sa bonne foi. C'est difficile, en plus l'école va reprendre, donc il y aura une rentrée en moins, donc celle de Tiffaine, que je pensais faire cette année avec elle, comme je n'en ai jamais partagé. Et donc ça va être difficile, quoi, étant donné qu'on n'a toujours pas de nouvelles, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi-même, de ne pas savoir ce qui s'est passé, c'est dur, quoi. L'idée, c'était que tout le monde puisse retrouver une vie normale, que les journalistes fassent leur job et qu'eux puissent retourner acheter du pain chez le boulanger. Un face-à-face qui va semer davantage encore le doute dans l'esprit des journalistes et de la police. C'est pas une mère totalement émue, bouleversée, il n'y a pas une larme, il n'y a pas d'émotion. Pour une maman dont la fillette a disparu, elle semble très, très sûre d'elle, quoi. Elle est pas du tout, on la sent pas du tout émotive. Par contre, le compagnon, lui, Nicolas Willow, est limite au bord des larmes. Vraiment, lui, on le sent beaucoup plus touché qu'elle, en fait. On sent qu'elle récite peut-être un discours, qu'elle a bien mûri dans sa tête. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui transparaît, elle est assez froide. Une fillette disparue depuis plusieurs semaines sans laisser de traces. Une maman au comportement suspect. Et si le couple n'avait pas dit toute la vérité? Et si finalement Anne-Sophie Faucheur détenait la clé de ce terrible mystère? Dans le petit village d'Aulnoy-Emery, les langues commencent peu à peu à se délier. Il faut dire que la vie de cette famille recomposée a de quoi intriguer. Lorsqu'Anne-Sophie se sépare du père de Tiffaine, elle lui en laisse la garde et part seule avec Caroline, l'aînée. Pendant 4 ans, la petite fille va vivre chez son papa. Ce n'est qu'il y a 6 mois qu'Anne-Sophie décide de la récupérer. Tiffaine découvre alors un beau-père, Nicolas Willow, et une petite sœur, Apolline, issue de cette nouvelle union. Les voisins s'étonnent de ne pas avoir vu la fillette. En fait, Tiffaine était dès le début une enfant invisible. Le 1er mai, elle était sortie avec ses 3 enfants et je me suis étonnée. Je lui ai dit « mais je pensais que vous aviez que 2 enfants ». Elle m'a dit « non, j'ai 3 enfants, voilà, je vous présente mes enfants ». Dans le village, l'enfant est un véritable fantôme, ce qui inquiète les enquêteurs. On s'aperçoit quand même que cet enfant, elle n'a pas le même traitement que sa sœur aînée ou que sa plus jeune sœur. Elle est pas vue, elle est quasiment, je ne vais pas dire enfermée au sein de la maison d'Aulnoy-Emery, mais elle n'est pas vue par les amis, par la famille, elle est isolée. Une anecdote va tout faire basculer. Celle du baptême d'Apolline, la petite dernière de la famille Faucheur-Willow. Une anecdote qui, aux yeux des enquêteurs,
prouve définitivement que le couple cache une terrible vérité. Tout le monde est étonné de ne pas voir en fait Tiphaine, qui est quand même la deuxième sœur, elle n'est pas là. Et en fait, Anne-Sophie Faucheur, elle explique que Tiphaine, en fait, elle est restée à la maison. Les enquêteurs s'étonnent qu'une petite fille de 5 ans reste seule chez elle toute une journée, sans que personne vienne la voir, sans que personne vienne s'inquiéter de son sort. Une mère qui laisse sa fille de 5 ans chez elle, sans surveillance. L'anecdote suffit pour qu'Anne-Sophie soit de nouveau entendue par la police. Ça nous interpelle. Je rappelle que la devise de la PJ, c'est croire et douter. Là, on doute, quoi. Là, on est en train de douter de la version qu'elle nous a donnée. Pour la réentendre, ils ont réuni en fait de nouveaux indices matériels pour l'accabler, quoi. En l'occurrence, ils ont écouté un petit peu les conversations téléphoniques qu'elle avait avec son compagnon Nicolas Willow. Il parlait pas vraiment de Tiphaine, il continuait de mener une vie normale. Cette fois-ci, pas question pour les enquêteurs de se laisser aveugler par le chagrin d'une mère qu'ils considèrent dorénavant comme le suspect numéro 1. Alors, Anne-Sophie et son compagnon vont-ils craquer? Quel terrible secret vont-ils livrer aux enquêteurs? Dans les bureaux de la police judiciaire de Lille, l'interrogatoire du couple se veut musclé. Les enquêteurs avaient encore quelques heures de garde à vue, donc il ne fallait pas qu'ils se ratent pour interroger Anne-Sophie Faucheur. Ils savent que c'est quelqu'un qui est dur, qui est assez solide. C'est pas quelqu'un qui va craquer comme ça facilement. Nous, policiers, forcément en accord avec la juge d'instruction, on se prépare à ces deux auditions, sans savoir qui sortira vainqueur de cette audition. On va aller vers ce choc psychologique avec eux. Pendant plus de 12 heures, c'est donc une vraie bataille des nerfs qui est engagée. D'un côté, des policiers tenaces qui sentent bien que la mère n'a pas tout dit, et de l'autre, une jeune maman de 23 ans, consciente que l'enquête prend une autre tournure. À un moment donné, elle demande un temps d'interruption à son interrogatoire. Un jeune collègue va l'accompagner aux toilettes qui sont au fond du couloir. Et là, je l'entends lui dire allez, je vais tout vous dire, j'accepte de vous parler. Et puis bon, elle craque. Anne-Sophie va alors expliquer que la petite Tiphaine serait tombée accidentellement dans l'escalier. L'enfant aurait perdu connaissance et pour la ranimer, le couple l'aurait placée sous une douche froide. En vain. Après, elle nous explique quand même que le corps, que la fille est décédée, que sa fille est décédée, que le couple décide de cacher cette mort. Détail un peu sordide, c'est qu'il la descendent à la cave, ils la mettent au milieu de cartons et que 2 jours après, ils organisent le baptême. Ils laissent passer le baptême avec le corps enterré, dans la cave. Et 3 jours après le baptême, ils décident de se débarrasser du corps. Après les aveux monstrueux de la mère, c'est au tour de Nicolas Willow de craquer. C'est lui qui indiquera aux enquêteurs où se trouve le corps de la petite Tiphaine. Dans la journée, on va faire un périple de plusieurs centaines de kilomètres avant qu'ils puissent nous retrouver l'endroit. Et puis finalement, en fin de journée, on apprend avec d'autres collègues journalistes par des sources policières que finalement, c'est plus du côté de Charleroi que Tiphaine aurait été enterrée. Et on arrive en fait à Marcinelle. Et Marcinelle, c'est un nom tristement célèbre puisque c'est là où était originaire Marc Dutroux, en fait, un pédophile belge. En cette fin d'après-midi du 9 décembre 2009, lorsque les forces de police belges et françaises arrivent sur les lieux où l'enfant est enterré, chacun redoute l'état dans lequel il risque de retrouver la petite. Les policiers belges vont mettre à jour le corps de Tiphaine.
Elle était enfouie sous 20 ou 30 cm de terre, dénudée. La cause exacte du décès de Tiphaine n'a pas pu être véritablement expliquée parce que le corps a resté trop longtemps enterré et l'état du corps n'a pas pu permettre de donner clairement des explications, quoi. Mais il n'empêche que les médecins légistes ont quand même pu avoir la confirmation que l'enfant était victime de maltraitance, en fait. Loin de la thèse accidentelle évoquée par Anne-Sophie, l'autopsie laisse à penser qu'il s'agit en réalité d'une punition qui aurait mal tourné. Anne-Sophie va perdre son calme et va frapper cette petite fille. Et, trop fort, beaucoup trop fort. Va la punir parce que c'est la deuxième partie de soirée, qu'elle refuse de dormir, refuse de se coucher. Et effectivement, ce soir-là, cette petite fille va être frappée beaucoup trop fort et va décéder de ses violences. Et va effectivement mourir sous la douche. Ils vont essayer de la doucher pour essayer de la réanimer, de provoquer quelque chose et ils ne vont pas y arriver. Les coups ont été trop violents. Et visiblement, ce ne serait pas la première fois que la petite Tiphaine aurait reçu des coups. Tiphaine est devenu le bouc émissaire au sein de la famille pour Anne-Sophie Faucher et Nicolas Willow. En fait, ils se sont acharnés, entre guillemets, sur elle. Elle était victime de punitions, de brimades. Elle était même privée d'alimentation. Et puis voilà, jusqu'à la punition de trop et jusqu'à cette douche froide et puis jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et puis finalement, elle ne s'est jamais réveillée, quoi. Et moi, je l'ai entendue une fois. Peu de temps avant qu'elle ne meure, j'ai entendu des gémissements. C'est pas des cris, c'est des gémissements. Et on tapait dans le mur, mais c'était assez sourd. Mais j'étais à 100 lieues de penser que c'était la petite. Vous savez, pour moi, c'est un remords. Je me dis, mais j'aurais dû aller tout de suite à la police. Mais je ne savais pas que cette femme pouvait en arriver là. Comment une mère peut-elle en arriver à tuer sa propre fille? Comment a-t-elle pu manipuler la France entière en cachant cette terrible vérité? Et quel est le vrai visage d'Anne-Sophie Faucher? Pour les enquêteurs comme pour les journalistes, les aveux d'Anne-Sophie et de son compagnon sont terrifiants. Pendant plusieurs mois, la jeune femme, d'apparence frêle, a tenu tête à tout le système en jouant les victimes. Journalistes, policiers et avocats se sont trompés. Je vous le dis, je suis sonné. Parce que ça veut dire qu'elle est morte, déjà. C'est le premier paramètre. Ça veut dire que cette petite fille, on la reverra pas. Je me sens abusé, je me dis, on a nous-mêmes été trompés, quoi. Elle nous a menti à nous aussi, quoi. Quand elle nous disait, bon, j'ai du mal à dormir la nuit, j'ai rien à me reprocher. Tiphaine, c'est sans l'avoir jamais vue avant, sans l'avoir connue, c'est une petite fille dont forcément le papa que je suis et l'homme que je suis s'est réapproprié un petit bout quelque part. C'est horrible, horrible. Moi, je dis que d'avoir eu un crime comme ça à côté de chez soi, ça marque pour la vie. Hein. Une petite fille si belle. Tous revoient alors avec effroi les images des reportages dans lesquels le couple clamait son innocence, en allant même jusqu'à se mettre en scène chez eux. Quand ils sont sortis d'ici, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à notre charge, quoi. Donc on était quand même contents parce que de toute façon on n'avait rien fait, on n'a rien à se reprocher. Donc on se doutait qu'il n'y aurait rien et que ce qu'ils faisaient, tant mieux, ça nous écartait au moins. La jeune maman et son compagnon mentent donc ouvertement, allant même jusqu'à pleurer la disparition de leur fille et implorer son retour. Alors qu'à ce moment-là, Tiphaine est déjà morte et enterrée. C'est difficile, en plus l'école va reprendre, donc il y aura une rentrée en moins, donc celle de Tiphaine, que je pensais faire cette année avec elle. Comme je n'en ai jamais partagé,
Et donc, ça va être difficile, quoi, étant donné qu'on n'a toujours pas de nouvelles, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi-même, de ne pas savoir ce qui s'est passé, c'est dur, quoi. J'ai du mal à comprendre comment elle a fait pour tenir tête comme ça pendant si longtemps, sans craquer, sans rien laisser transparaître. C'est difficile à se dire qu'est-ce qui a pu l'animer finalement si longtemps, quoi. Anne-Sophie va même pousser cette macabre comédie jusqu'à montrer devant les caméras où et comment sa fille a disparu. J'ai regardé un petit peu partout, la voyant pas, j'étais super stressée et angoissée, je savais pas quoi faire. On se dit quand même, elle était forte, quoi. Elle a été très forte, quoi. Pendant 6 mois, elle aura trompé tout son monde. Elle aura réussi à mobiliser les autorités, à tromper son entourage familial, ses voisins. Elle aura interpellé les médias. Et tout ça sans rien laisser transparaître. Il y a une orchestration et une intention de manipuler l'opinion qui détonne et qui fait que cette affaire sort d'une affaire classique d'enfants battus dont on finit par apprendre la mort. Pour comprendre l'innommable, il faut aller chercher dans le passé d'Anne-Sophie Faucher. Son enfance n'est pas heureuse et très vite, les coups pleuvent sur cet enfant fragile et timide. À l'école, les choses ne vont pas mieux et Anne-Sophie est celle que l'on montre du doigt dans la cour de récréation. Anne-Sophie a été victime de violences. Anne-Sophie était la petite fille la plus mal habillée de l'école. Tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle portait les vêtements de ses frères, parce qu'elle était coiffée par ses parents avec une frange qui n'était jamais droite. Parce que voilà, c'est une petite fille qui depuis toujours s'est fait moquer, a vécu dans un contexte de brutalité, de violence et effectivement avec un père trop bien connu de la police. À son tour, Anne-Sophie aurait répété le schéma en maltraitant sa propre fille. Comme pour se venger, elle aurait fait vivre un calvaire à Tiphaine. Au quotidien, elle l'aurait privée de nourriture et frappée lourdement. Ça me surprend parce qu'elle a à côté d'elle un pompier. Elle a à côté d'elle effectivement un type bien auquel elle peut se rattacher et à qui elle peut dire, tu sais, je suis en train de déconner, je suis en train de me laisser aller, je suis en train de faire la même chose que ce que j'ai vécu, je suis en train de répéter un truc et je suis surpris qu'effectivement le couple n'ait pas réussi à affronter ça. On a du mal à accorder des circonstances atténuantes à Anne-Sophie Faucher parce que elle est allée arracher en fait Tiphaine à son cocon familial. Très rapidement, elle supportait plus sa fille parce qu'elle était difficile, elle avait été chamboulée, tout ça, elle faisait des bêtises. Bon, quel enfant n'en fait pas? Mais voilà, elle supportait plus sa fille, mais elle la garde malgré tout. Elle va pas la rendre à son père ou sa grand-mère. Et puis bon, au final, elle continue de s'acharner entre guillemets contre elle. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un véritable gâchis, quoi. Celle qui n'a connu que des coups dans son enfance aurait donc répété l'horreur sur sa propre fille. Mais aujourd'hui, ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 10 juin 2009 reste un mystère. Anne-Sophie Faucher et Nicolas Huilot ont été mis en examen et incarcérés pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Journalistes, voisins, avocats, tous attendent beaucoup du procès. Moi, je dis que s'il y a une justice, il faut qu'ils payent pour qu'ils puissent avoir le temps de méditer sur ce qu'ils ont fait à cette petite. J'attends vraiment de voir quelle va être, à elle, son attitude au procès. Est-ce qu'elle a progressé par rapport à, finalement, au déni total dans lequel elle était? À l'issue d'un procès éprouvant, Anne-Sophie et son compagnon Nicolas ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle. Dans le nord de la France, personne n'oubliera la mort de cette petite fille qui a remué toute une population choquée par tant d'horreurs et de mensonges. Dans l'affaire qui suit, vous allez découvrir l'histoire d'un crime barbare
qui a plongé tout un quartier dans la psychose. Un tueur dans les parages qui traîne encore. Je bloquais mes portes avec des chaises. Je pleurais tout le temps. Tout le temps. Condé-sur-Lescaut, à une centaine de kilomètres au sud de Lille. Cette petite ville est une ancienne cité industrielle de 10 000 habitants, durement marquée par la fermeture des dernières mines de charbon à la fin des années 80. Condé, c'est une ville au patrimoine minier important qui aujourd'hui n'a plus d'entreprise, de secteur d'activité qui permet l'emploi. Donc il y a un gros pourcentage de chômage sur le secteur de Condé, avec des grosses difficultés financières, des problèmes d'alcoolisme. C'est en bordure de cette petite ville que l'on trouve le quartier du Jard. C'est un quartier populaire, mais c'est un quartier où règne une ambiance familiale, où tout le monde se connaît, où tout le monde se côtoie. Le mercredi 9 novembre 2011, ce quartier d'ordinaire tranquille va être bouleversé par un événement inhabituel. Il est midi lorsque Océane, 12 ans, rend visite à une amie de sa mère, Marie-Antoinette. La femme de 44 ans habite à quelques mètres de chez elle, dans une petite maison de briques rouges. Mais Marie-Antoinette ne répond pas. Seul son chien grogne derrière la porte. Je sonnais, ça répondait pas. Et la fenêtre, elle était grande ouverte. Mais moi, comme j'avais peur de son chien, je n'osais jamais l'approcher. Je voulais rentrer, mais j'ai pas osé. Surprise, Océane rentre prévenir sa mère, Marie-Pierre. Je suis sortie de la maison et puis j'ai été voir devant chez Marie, dans la cour. Ça répondait pas. Quand soudain, Marie-Pierre se rend compte qu'une odeur suspecte s'échappe de la maison. Il y avait une odeur de gaz. Et j'ai vu ma sœur qu'elle arrivait. Et je descendais de la voiture. Françoise vient. Elle dit ça sent le gaz chez Marie. Donc je rentre dans la cour de Marie. Je vais derrière, je crie Marie, Marie. T'es là, Marie, t'es là. Pas de réponse. Et c'est là que j'ai dit, il est arrivé quelque chose à Marie. L'odeur de gaz inquiète les deux femmes. Et très vite, la nouvelle se propage dans le quartier. Tout le voisinage, paniqué, se presse autour de la petite maison pour tenter d'apercevoir Marie-Antoinette. On est passé dans la cour, on a bien vu le volet était entrouvert et le chien y aboyait. Et bon, c'est vrai que ça sentait le gaz. J'ai appelé les pompiers tout de suite. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé les pompiers. Rapidement, les pompiers de Condé-sur-Lescaut se rendent sur place et enfoncent la porte. Quelques minutes plus tard, c'est une triste nouvelle qu'ils annoncent au voisinage. Marie-Antoinette est morte. Son corps vient d'être retrouvé dans sa chambre à coucher. Amis et voisins sont sous le choc. On a eu beaucoup de chagrin. Ouais, parce que c'était une personne qui vivait toute seule. J'ai été effondrée, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, pas Marie. Non, pas elle. En fin d'après-midi, les habitants du quartier du Jard ont tous pris connaissance de la terrible nouvelle. Ici, tout le monde connaissait Marie-Antoinette, une femme seule et sans famille. Alors très vite, la rumeur enfle. Et si elle s'était donné la mort? Je pensais que Marie, elle s'était suicidée. Parce qu'elle en parlait souvent, qu'elle était toujours toute seule. Et puis, c'est ce que je me suis imaginé dans ma tête. Elle me disait, n'importe quel moment que j'y allais, elle me disait, j'en ai marre d'être toute seule. Elle me dit, moi, tu vois le couteau là, je vais le prendre, un de ces jours, je vais me planter. Voilà qu'est-ce qu'elle me disait. Tout le monde pense qu'elle a commis l'irréparable, en fait, qu'elle a mené à bout et à terme cette volonté de se suicider. Et donc dans le quartier, tout le monde s'interroge, tout le monde se demande pourquoi elle a fait ça finalement, parce que c'était quelqu'un de très bien. Qu'est-il arrivé à cette voisine si tranquille? Marie-Antoinette a-t-elle vraiment mis fin à ses jours? L'affaire est-elle plus grave qu'elle n'y paraît? Dans le quartier du Jard, à Condé-sur-Lescaut,
Marie-Antoinette, 44 ans, vient d'être retrouvée morte chez elle. Voisins, amis, tous pensent à un suicide. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lille, à pied d'œuvre dans la maison de la victime, vont très vite dissiper cette hypothèse. Là, on voit tout de suite qu'on rentre dans un volet judiciaire. Donc, est-ce que véritablement la thèse du suicide peut tenir ? En tout cas, en tant que journaliste, on peut s'interroger et là, on se dit, tiens, ça prend peut-être une autre tournure et on n'est peut-être pas sur un suicide. 5 heures après la découverte du corps, c'est le choc. Marie-Pierre et Françoise apprennent l'état dans lequel a été retrouvé leur ami. Le cadavre est allongé sur le sol dans la chambre de Marie-Antoinette. Elle baigne dans une mare de sang. Et on la retrouve avec les mains entravées, et plus précisément les coudes attachés avec une veste. L'odeur de gaz était donc une fausse piste. Marie-Antoinette a été sauvagement assassinée. C'est l'incompréhension qui demeure. Comment a-t-on pu faire ça à Marie-Antoinette? C'est ce qu'on entend dans le quartier. Une femme qui vivait vraiment de façon très simple. Comment a-t-on pu faire ça à Marie? Voilà. Et le quartier plonge immédiatement dans la psychose. On a des parents qui craignent pour leurs enfants. On a des enfants traumatisés dans le quartier par rapport à ce qui s'est passé. La nouvelle s'est très vite répandue, véhiculée. Je ne vais pas dire que le quartier tombe dans une paranoïa, mais d'un seul coup, ces riverains ont un sentiment d'insécurité. On se demande ce qui se passe, commencent à verrouiller leurs portes, ne pas vouloir rester seuls chez eux, avec cette crainte de voir venir les auteurs de ce meurtre. Une peur renforcée par les résultats de la première autopsie réalisée sur place, qui révèle l'horreur d'un meurtre barbare. Ils sont venus nous interroger le soir à la maison et ils nous ont dit qu'elle avait reçu 9 coups de couteau. Des coups de couteau, mais aussi de fourchette. Au total, les légistes constatent 11 plaies sur le corps de la victime. Le meurtrier s'est acharné sur Marie-Antoinette. Et il ne se serait pas arrêté là. Il y a un élément qu'on a appris par ailleurs, c'est que non seulement donc, Marie-Antoinette est morte de coups de couteau, mais on apprend également qu'elle a été violée. Violée, massacrée à coups de couteau. Un serial killer rôde-t-il dans le quartier? On a eu peur. Après, on a eu peur. On était terrorisés, je vais dire. Le soir, quand on allait coucher, on avait peur d'aller aux toilettes. On avait peur de descendre. J'avais peur d'aller dans la cour, même en plein jour. Un tueur dans les parages qui traîne encore. Je bloquais mes portes avec des chaises où je venais dormir chez ma sœur. Je pleurais tout le temps. Autour de la maison, la police judiciaire de Lille, chargée de l'enquête, poursuit son travail d'investigation sans perdre de temps. Il faut d'urgence retrouver le meurtrier. L'homme pourrait à nouveau sévir. Aucun indice n'est laissé au hasard. Les enquêteurs cherchent à avoir des témoignages, cherchent à essayer de trouver évidemment l'auteur ou les auteurs de ce meurtre, mais attendent surtout l'exploitation de prélèvements faits à l'intérieur de l'habitation, de prélèvements faits sous les ongles de Marie-Antoinette, à partir de traces de sang qui ont été retrouvées dans la cuisine et qui ont été retrouvées dans le lit de Marie-Antoinette, pour essayer de trouver des profils ADN et essayer donc de remonter à un ou plusieurs individus. Et les questions sont nombreuses. Où est le meurtrier? Est-il encore dans le quartier? Et pourquoi Marie-Antoinette a-t-elle été tuée? Dans les premières heures de l'enquête, les policiers n'ont aucun suspect en vue. Mais un détail attire leur attention. La maison n'est pas fracturée. Donc aucune serrure, aucun ouvrant n'a été fracturé donc, par un agent extérieur, ce qui laisse sous-entendre que la victime connaissait l'auteur de son agression et de son meurtre. Le meurtrier connaîtrait donc Marie-Antoinette. Pour tenter de le retrouver,
les enquêteurs vont s'intéresser à la personnalité de la défunte, déterminer son emploi du temps type et connaître ses fréquentations. Et très vite, ils prennent conscience qu'à 44 ans, elle n'est pas une femme comme les autres. On obtient quelques informations à partir du voisinage, donc il la connaît bien, qui nous la présente comme une personne avec des déficiences mentales, et elle vit seule. Depuis sa naissance, Marie-Antoinette souffrirait d'un retard mental. Quand on était à l'école, elle avait 6 ans. Au lieu d'en avoir 10, elle en avait 6. Les camarades d'école se moquaient d'elle, quoi. C'était pas méchant, quoi. Ils se moquaient d'elle, c'est tout, comme les enfants se moquent d'autres enfants. Depuis la mort de ses parents, il y a 4 ans, elle vivait seule dans cette petite maison du quartier du Jard, très dépendante de ses voisines. C'est moi qui allais chercher son argent, qui allait faire ses courses, je m'occupais un peu de tout pour elle, quoi. Comme une fillette de 15 ans, quoi. Enfin, moi, j'aurais donné 15 ans, quoi. C'est comme si j'avais une gamine devant mes yeux. Selon ses voisines, Marie-Antoinette ne travaillait pas, sortait peu et ne voyait quasiment personne. Elle est enfermée. Elle promenait son chien dans sa cour. Elle sortait son chien le matin, dans la journée, le soir avant de se coucher. Et les journées, elle les passait devant sa télé. Malgré tout, Marie-Antoinette était bien intégrée dans le quartier. Elle a quand même une vie, on va dire une vie sociale, en tout cas avec le quartier. Elle discute avec les gens, on la voit promener son chien, même si elle a des difficultés à marcher, puisqu'a priori c'était quelqu'un de corpulente. C'est quelqu'un de bien intégré, en tout cas dans le quartier. Une femme seule, handicapée, appréciée de tous. Alors qui pouvait en vouloir à Marie-Antoinette? Le lendemain du drame, une découverte troublante va faire considérablement avancer l'affaire. En examinant les affaires personnelles de la défunte, les enquêteurs découvrent des feuillets et un carnet dans lequel elle notait par bribes de nombreux événements de ses journées. C'est la vie secrète de Marie-Antoinette qu'on découvre grâce à ces bouts de papier. Elle notait tout sur un agenda, sur un cahier, sur des petits bouts de papier, dans un français très approximatif. Elle expliquait très succinctement, de manière télégraphique, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle a fait dans sa journée. Sur ces papiers, les policiers découvrent que Marie-Antoinette était loin d'être aussi isolée que ne le pensent ses voisines. Elle aurait même connu plusieurs hommes et aurait eu des relations intimes avec eux. On ne sait pas de quelle manière elle les a abordés, ni de quelle manière eux se sont introduits dans sa vie. Marie a une vie amoureuse. Pour ses voisines, c'est la stupéfaction. Jamais elle n'aurait pu imaginer une telle chose. Si elle a pu connaître un peu de plaisir et un petit peu de bonheur dans son cœur, comme on va dire, du bonheur dans son cœur, oui, c'est bien. Elle avait le cerveau d'un enfant, c'est vrai, mais c'était une femme quand même, elle avait 44 ans. Mais bon, moi ça m'étonne. Moi j'y crois pas trop. Marie-Antoinette notait scrupuleusement chaque nom de ses amants de passage. Alors qui sont-ils? Détiennent-ils la clé de l'énigme? L'un d'entre eux a-t-il commis ce meurtre sauvage? Grâce aux notes que prenait Marie-Antoinette, les policiers vont alors cibler 3 individus. Le premier, Christophe, un voisin toxicomane qu'elle aurait fréquenté pendant 2 ans. Mais celui-ci a un alibi solide. C'est un voisin qui est une des rares fréquentations finalement de Marie-Antoinette. C'est un homme chez qui elle avait l'habitude de prendre le café, donc évidemment dans un premier temps, cet homme fait également partie des suspects puisqu'il gravite dans son entourage proche. C'est ensuite un SDF dénommé Duc qui va faire l'objet de toute leur attention. Marie-Antoinette
le voyait régulièrement. Mais lui aussi est mis rapidement hors de cause. Le duc est entendu, mais de la même manière, en fonction de son agenda, il est mis hors de cause. Il ne resterait en fait qu'un seul suspect. André, âgé de seulement 22 ans. André, le quartier le connaît bien. C'est le gendre de Marie-Pierre, le compagnon de sa fille Élodie. Il entretiendrait une liaison secrète avec Marie-Antoinette depuis plusieurs mois. Ils étaient amants, d'après les traces laissées par Marie-Antoinette. André passait régulièrement chez elle. Il restait 1 heure, 2 heures. Ils avaient très souvent des rapports sexuels dont on ne sait pas s'ils étaient consentis ou non. Élodie, la compagne d'André, refuse de croire à cette histoire. Avec André, ça peut pas être possible. Ça peut pas être possible. Parce qu'elle était pas comme ça, Marie. À moins qu'ils l'ont bien caché leur jeu, mais... Et moi, je sais que c'est pas vrai. Les enquêteurs sont donc face à un individu qui serait désœuvré. Vivant dans une extrême précarité, André est analphabète, sans emploi, et passe ses journées à errer, ivre, dans les rues de Condé-sur-Lescaut, au désespoir de sa belle famille. Nous, on n'arrêtait pas de lui dire d'aller faire une formation, d'aller, de reprendre, d'apprendre à écrire, à compter, à lire. Il préfère aller boire ses canettes, et ben, qui va boire ses canettes. Tant pis, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Qui passe ses journées à rien faire, à part aller faire les courses, regarder la télévision, jouer à la PlayStation, sortir le soir, s'alcooliser, se balader dans la rue. Et s'alcooliser, pas s'alcooliser normalement, c'est s'alcooliser, se faire vomir pour reboire derrière. Donc on va jusqu'à ce que le cerveau disjoncte totalement. Devant les policiers, les langues se délient peu à peu. André aurait un double visage. Sympathique père de famille en temps normal, il deviendrait incontrôlable, sous l'influence de l'alcool. Quand il boit pas, franchement, il s'occupait de la petite, de moi et tout. Il était bien, il s'occupait de sa fille et tout. Mais en fait, André, quand il boit, il est méchant. Je veux dire, il me parlait méchamment, quoi. Mais bon, après, il a commencé de plus en plus méchant. Bon, il me frappait et tout, mais bon, des petites claques, quoi. Il me poussait, c'est tout. Autre élément accablant pour le jeune homme, son casier judiciaire, particulièrement chargé. Vol, violence, agression sexuelle. Au total, André comptabilise 11 condamnations à seulement 22 ans. Pour André, l'étau se resserre. Les derniers doutes des policiers sont levés par les résultats des prélèvements ADN réalisés sur la scène de crime, et notamment sur la veste blanche qui sanglait les bras de Marie-Antoinette. Un nouvel élément intervient quand les policiers ont entre les mains le profil génétique d'une personne tierce, qui était en tout cas présente sur les lieux au moment du crime. Et ce profil génétique correspond à celui d'André. André est-il l'auteur de ce crime odieux? Pourquoi s'en serait-il pris à Marie-Antoinette, une femme sans défense? Il est 6 h du matin, lorsqu'une semaine après le drame, Élodie et André reçoivent la visite des policiers à leur domicile. Ah bah vers 6 h du matin, j'entends tambouriner à ma porte. Et je dis André, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris, on était à moitié endormis. La petite, elle a eu peur. Hein. Donc après, voilà, j'ai ouvert la porte. Ils m'ont dit, vous vous approchez pas de lui, vous reculez. J'ai dit, bah pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, j'ai compris. Hein. J'ai regardé André, j'ai dit, t'as rien fait. Il me dit, non, je te promets, j'ai rien fait. André est arrêté, puis placé en garde à vue au commissariat de Valenciennes. L'homme n'oppose aucune résistance. Plus surprenant, il avoue sans détour avoir tué Marie-Antoinette. Il sait ce qu'il a fait, qu'il ne cesse de pleurer, qu'il se rend compte qu'il a commis un crime abominable. Je pense qu'il n'en comprend pas bien les raisons.
Et malgré les larmes et la confusion, André donne sans se démonter une explication à ce crime abominable. Les premières raisons, c'est sa victime qui voulait mettre fin à ses jours mais n'en avait pas le courage. André, lui, explique qu'il a voulu la satisfaire et qu'il l'a aidée dans son dessin. Bon, ce qui est inexplicable, c'est le nombre de coups qui est trouvé sur le cadavre de Marie-Antoinette. A priori, il y a quand même eu un déchaînement de violence. Cette version ne convainc pas grand monde. Les policiers penchent, eux, pour un tout autre récit. Le 8 novembre 2011, André se serait rendu chez Marie-Antoinette en début de soirée, après s'être disputé avec sa compagne. Il a bu 2 bières, mais il avait déjà bu un peu avant ça. Il était pas bien, il était méchant, quoi. Il me disait des gros mots, il me poussait, quoi. Et il me l'a même dit lui-même. Il dit, je préférerais faire un tour avant que je te frappe. Il me l'a dit lui-même. Et donc je lui ai dit, tu vas faire un tour et tu reviens quand t'es calmé. Parce que j'avais très bien que si on restait là, il m'aurait encore frappé. Une fois chez Marie-Antoinette, celle-ci n'aurait pas été aussi réceptive que les autres jours à ses demandes. Ce qui aurait mis André dans une colère noire. Il a une très faible tolérance à la frustration. C'est-à-dire qu'il peut se mettre dans des états de colère, de nervosité, s'il essuie un refus. Et c'est cette frustration qui aurait conduit au drame. Au cours d'un échange sexuel qu'il aurait eu avec Marie-Antoinette, celle-ci lui aurait refusé et André étant alcoolisé, avec ce peu de tolérance à la frustration, se serait énervé et lui aurait mis les coups de couteau. D'après son avocat, André ne se souvient pas bien des détails de cette scène d'une extrême violence. Il n'a pas le souvenir d'avoir mis autant de coups de couteau. Et je pense qu'il a des trous noirs de la scène. Il est dans un état d'alcoolisation extrêmement avancé, qui explique, je pense, les pertes de mémoire sur la scène de crime, parce qu'il explique assez facilement les coups qu'il a portés. Il dit oui, j'ai mis plusieurs coups de couteau, mais j'en ai mis 2-3 là et 2-3 au visage. Il serait ensuite allé se débarrasser de l'arme dans un cours d'eau, aux alentours, et serait rentré chez lui, comme si de rien n'était. Il est revenu vers 11h30, il était normal. Il était pas, je comprends pas, il était normal comme s'il n'y avait rien eu. Il était pas nerveux, rien du tout. Et après, bon, il s'est couché, on s'est couché et puis c'est tout. À ce jour, les circonstances exactes de ce drame restent encore troubles. Que s'est-il passé dans cette maison le soir du 8 novembre 2011 ? Pourquoi un tel déchaînement de violence ? Le quartier du Jard est sous le choc. Après avoir appris la mort tragique de leur voisine, les habitants découvrent avec effroi que leur voisin serait le tueur. La belle-mère d'André est particulièrement affectée par la nouvelle. Ça aurait pu arriver à ma fille. Oui, il aurait pu s'en prendre à ma fille aussi. Faire ce qu'il a fait à Marie, il aurait pu le faire à Élodie. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça à une personne sans défense, déjà? Parce qu'elle était sans défense, elle faisait de mal à personne. Elle demandait rien à personne. Et moi, je dis qu'elle est morte pour rien. Pour tenter d'expliquer les actes d'André, son avocat basera sa défense sur l'enfance particulièrement difficile du jeune homme. Sa vie, de son plus jeune âge jusqu'à ses 20 ans, et encore aujourd'hui, c'est de la misère. Il faut savoir que sa mère, qui était une alcoolique chronique, n'a pas cessé de boire pendant la grossesse. Donc on a décelé un peu le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc il l'a suivi quand même toute sa vie, ce jeune garçon. Déficient mental, QI de 70. Enfant qui sera, dès l'âge de 5 ans, placé de pouponnière en pouponnière et de famille d'accueil en famille d'accueil. C'était des fugues sur fugues. Donc on n'a pas réussi à lui inculquer les bases nécessaires et à le cadrer pour sa vie en société. De sa naissance à ses 5 ans, André aurait aussi été victime de nombreux abus sexuels, infligés par son père.
Il faut savoir qu'à 5 ans, c'est un garçon qui mime des scènes pornographiques, qui explique avoir fait des fellations à son père sur sa demande. Ça touche parce qu'on est dans cette misère humaine. André risque la réclusion criminelle à perpétuité. L'instruction est toujours en cours et à ce jour, aucune date de procès n'est encore fixée. Ce qui fait mal dans ce dossier, c'est que je pense qu'on aura une audience de cour d'assises sans personne pour représenter la victime à l'audience. Il y a un frère qui ne donne pas signe de vie, il n'y a aucune constitution de partie civile dans le dossier. Et je pense que le banc des victimes sera vide. Et ça, c'est très révélateur du dossier. C'est de constater que ce sont des gens qui vivent seuls. André laisse derrière lui une femme et 2 enfants qui pourraient bien l'attendre toute leur vie. Je sais très bien qu'il va être condamné après ce qu'il a fait. Je sais qu'il doit être puni. Mais pour moi, je voudrais bien l'avoir à la maison avec nous. Je pense ça pour mes enfants, je veux qu'ils ont leur père avec eux, je sais pas. Les voisins et amis de Marie-Antoinette souhaitent que justice soit faite. Pour elle, André doit payer pour ses actes. Je pardonnerai jamais. Je pardonnerai jamais à... Non. Il ne faut pas qu'il sorte de prison. Il faut qu'il soit puni pour ce qu'il a fait à Marie. C'est vrai qu'elle va nous manquer. Il y a des choses qui sont dans la tête et qu'on n'oubliera jamais. Le meurtre de Marie-Antoinette, c'est l'histoire d'une femme sans défense, touchée comme 4 millions de Français par le fléau de la solitude. Une solitude qui aura fait d'elle une proie tristement facile.